l'encoleur au Gaspard. N'en vaut-il que le blanc Gaspard, le blanc Junior, le blanc d'Amélie, le blanc Signé Saint-Laurent... Madame, un label, vous savez ce que c'est? Et oui, monsieur, c'est un article qui a été consacré supérieur aux autres. Un label, pour moi, c'est une manière comme une autre de faire de la publicité pour un produit. Je préfère acheter un produit avec un label. Je trouve qu'il y a quand même la qualité, quand même. Peut-être le prix un peu plus cher, mais enfin, c'est mieux. Le label certifie que ces vêtements-là, supposons que c'est des vêtements, ont été contrôlés et vus et avec cette vignette-là, certifie que ces articles sont vraiment bons et impeccables. En fait, des labels, il en existe beaucoup. Il n'est évidemment pas question de mettre leur valeur en doute. Et pourtant, deux seuls sont légaux. Le label rouge, bien connu des ménagères et qui n'est délivré qu'à des produits agricoles, et le label confort acoustique. Si le label rouge jouit d'une réputation déjà solide, le label confort acoustique reste pour l'instant dans un semi-anonymat. N'est-ce pas, madame? Le label confort acoustique, non, je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je pense que ça doit être valable, parce qu'il y a un label. Le label confort acoustique, encore un. Je pense que c'est peut-être un truc inventé par les boîtes qui font des matériaux isolants. Enfin, pour moi, c'est vraiment bidon. Hein. Et voilà. Confiantes ou non, les réactions de ces personnes nous montrent que le label confort acoustique leur est inconnu. Mais ce label, c'est nouveau. Et cette notion de confort acoustique, on en parle depuis longtemps? Il existe depuis 1969 un décret et des arrêtés qui fixent les règles de construction pour les bâtiments à usage d'habitation. Ce règlement impose une qualité minimum, notamment en ce qui concerne l'isolation acoustique. Compris pour le règlement, il faut croire cependant qu'il comportait des lacunes puisqu'une notion toute nouvelle et avec elle le mot confort s'est fait jour. Alors en quoi le label confort acoustique peut-il être perçu comme quelque chose de différent? À l'heure actuelle, le public devient de plus en plus sensible à ce qui conditionne l'intimité de son cadre de vie et à ce qui contribue à le protéger contre les nuisances de toutes sortes. Il importe de s'attacher davantage à l'amélioration des composantes moins directement perceptibles, telles que le confort acoustique. En ce qui concerne ce dernier, il s'est donc avéré nécessaire d'encourager les constructeurs à dépasser les niveaux d'isolation acoustique fixés par le règlement de construction du 14 juin 1969 par une rémunération spécifique liée à l'amélioration du confort acoustique. Le texte est évidemment très clair. On nous parle d'exigences, mais les solutions? Avant tout, il faut savoir que les bruits peuvent se transmettre soit principalement par voie aérienne, soit principalement par voie solidienne, ce qui est le cas des bruits de choc et des bruits d'impact. Le bruit des équipements individuels, robinetterie, ou collectifs, machinerie d'ascenseur par exemple, se transmettent par voie aérienne et solidienne. Envisageons le cas de la propagation aérienne du son. L'émission se situe à un certain niveau. La réception à un niveau inférieur. On appelle la différence isolement. L'arrêté de 1969 imposait un isolement de 51 décibels A entre deux logements, collectifs ou individuels, et quelle que soit la nature des pièces. Cet isolement n'était que de 41 décibels A entre une circulation intérieure commune et le logement. Mais par contre, plus contraignant pour la réception dans un logement
des bruits émis dans un local industriel et commercial, cet isolement étant de 56 décibels A. Avec le label, l'idée nouvelle est la reconnaissance officielle d'un niveau de qualité supérieur à celui exigé par le règlement de construction. Pour les bâtiments collectifs, en effet, il est sévère et tient compte de la nature des pièces juxtaposées. Ainsi, l'isolement demandé sera de 54 décibels A entre deux chambres. Il ne variera pas entre deux salles de séjour. Mais par contre, devra être plus élevé entre une chambre et un séjour, 57 décibels A. Même isolement entre ce séjour et une pièce humide, cuisine ou salle d'eau par exemple. Les textes prévoient 59 décibels A entre une pièce humide et une chambre. L'exigence sera plus faible entre deux pièces humides, la valeur ne sera plus alors que de 51 décibels A. Et plus faible encore d'une circulation intérieure commune à un séjour, 44 décibels A. On demandera par contre un isolement de 47 décibels A entre une chambre et une circulation intérieure commune, et 59 décibels A entre un logement, quel que soit le type de pièce envisagée, et un local industriel ou commercial. Rappelons que toutes ces valeurs s'appliquaient à des bâtiments collectifs. Pour les logements individuels accolés, et dans ce cas la nature des pièces n'entre pas en compte, les dispositions prévoient 59 décibels A. Et 64 entre le logement et un local commercial ou industriel. Disons pour terminer que l'isolement entre le coin jour et le coin nuit d'un même logement devra être de 41 décibels A, qu'il s'agisse d'habitation individuelle ou collective. Tout cela peut paraître contraignant. Alors pour y arriver, quelle épaisseur de béton faut-il? 14 cm? Ou 16 cm, 18 cm, ou bien encore 21 cm. En fait, lorsqu'il s'agit d'acoustique, on parle plutôt de la loi de masse. Ainsi, 350 kg au mètre carré correspondent à une épaisseur de béton de 16 cm. Le règlement sera respecté. 21 cm, ou si vous préférez 500 kg au mètre carré, vous donneront les meilleures chances dans la course au label. Les systèmes de cloisons multiples peuvent être satisfaisants avec une masse inférieure à 500 kg au mètre carré. L'animation nous a montré que les contraintes du label étaient directement liées à la nature des pièces juxtaposées. Cette espèce de trappe trapue qu'on promène, c'est une chambre, un séjour, une cuisine, peu importe à vrai dire. Pour l'instant, l'anonymat lui sied encore. Il est plus important de savoir où on le placera. Bref, on peut dire qu'il faut penser au label au niveau de l'avant-projet. Un mur de béton banché de 20 cm d'épaisseur peut être une solution acceptable. Si le mur est maçonné, le parpaing plein de 20 cm en est une autre, dans la mesure où sa mise en œuvre aura été effectuée correctement. Le manque d'étanchéité se traduira par une fuite acoustique. Un doublage planche de plâtre cartonné laine minérale complétera l'isolation. Les tuyauteries sont un ennemi courant de l'isolation. Pour assurer leur étanchéité, un fourreau est nécessaire. S'il est rigide, l'étanchéité est insuffisante. Une solution, un fourreau souple.
Les conduits de ventilation constituent d'autre part un chemin privilégié pour les transmissions parasites. S'il faut apporter le plus grand soin à obturer de façon étanche les gaines de passage des tuyauteries au niveau de chaque plancher, on ne doit pas négliger les jeux façade refend ou plancher refend. Un rebouchage s'impose. Une moulure ou un couvre-joint ne suffisent pas. Les maisons individuelles jumelées ou en bande appellent une observation particulière. En effet, le mur de séparation devra être prolongé jusqu'au toit. Les cloisons de distribution des logements peuvent affaiblir légèrement le niveau d'isolement, surtout si elles sont en briques plâtrières ou en carreaux de plâtre. On pourra terminer le tour d'horizon des transmissions aériennes en soulignant l'importance des portes de distribution et des portes palières pleines et étanches pour isoler une circulation commune d'une chambre ou d'un séjour. Si la notion d'isolement s'applique aux bruits aériens, dans le cas des bruits d'impact et d'équipement, les décibels indiquent des niveaux reçus. Dans le cas des bruits d'impact, les niveaux reçus ne doivent pas dépasser 70 décibels A dans le règlement. Avec le label, 67 décibels A pour les bâtiments collectifs, 64 décibels A pour les logements individuels. Le sol flottant semble de loin être la meilleure solution pour l'isolation des bruits d'impact. L'une des premières précautions sera de désolidariser entièrement la périphérie. En effet, les contacts entre le sol flottant et la structure, ou toute autre partie liée rigidement à la structure, risquent de réduire à néant les résultats espérés. Dans cette technique, on utilise une sous-couche en laine minérale ou en feutre bitumé. On garantit une bonne solution de continuité dans le sens transversal en assurant le recouvrement des lais. Il faut maintenant désolidariser les tuyauteries qui traverseront la dalle. Suivant la nature du sol flottant, dans ce cas c'est une chape de béton, une étape de la mise en œuvre sera la pose d'une armature. La sous-couche est maintenant prête. Le plus grand soin a été apporté afin que n'existe aucun pont phonique. Il ne reste plus qu'à couler la chape. Le sol flottant apparaît comme le seul cas où puisse se justifier la pose d'un carrelage ou de dalles thermoplastiques. À défaut, on aura le choix entre un revêtement de sol textile ou un tapis vinylique sur sous-couche mousse. Avec une sous-couche de fibre, le même type de tapis pourra donner de bons résultats. Pour les équipements collectifs, les niveaux de bruit reçus ne doivent pas dépasser 30 décibels A dans le règlement, 25 décibels A avec le label. Une machinerie d'ascenseur ne pourra se concevoir au-dessus d'une pièce principale et devra bien sûr reposer sur un support souple afin d'éviter les transmissions solidiennes. Les chaufferies, éloignées du bâtiment dans toute la mesure du possible.
De toute manière, la chaudière devra être désolidarisée de la structure qui la supporte. Si le brûleur est une source de bruit, les pompes, qui ne sont pas une gêne dans la chaufferie, peuvent se révéler bruyantes pour peu qu'on les surdimensionne. Quant aux surpresseurs, on connaît bien le niveau de gêne qu'ils peuvent causer. Une pression trop élevée peut en être la cause. 2,5 ou 3 bars semble un maximum. Le vide-ordure, lui, trouvera sa place dans les parties communes. Dans le cas des équipements individuels, le règlement impose de ne pas dépasser 35 décibels A. Le label demande un maximum de 32. Les robinets devront avoir de bonnes caractéristiques acoustiques. Il peut arriver également que la distribution des pièces soit telle qu'une pièce principale soit contiguë ou superposée à une pièce de service, cuisine, salle d'eau. S'il s'agit d'une salle d'eau, on devra désolidariser la baignoire. On devra ensuite veiller à ne pas poser d'évier dont les bacs ne sont pas floqués. Une meilleure solution étant encore d'assurer une coupure totale du bloc évier. Enfin, il sera parfois indispensable de traiter la traversée de l'évacuation des WC. Une exigence nouvelle qu'ignorait le règlement est née avec le label, l'isolement vis-à-vis du bruit extérieur. 3 zones ont été définies. Tout d'abord la zone 3, dite calme, pas d'isolement demandé. La zone 2, qu'on pourra appeler moyennement bruyante, appellera un isolement de 33 décibels A. Et enfin, l'isolement devra être de 42 décibels A pour la zone 1, la plus bruyante. Leur classement étant effectué par la direction départementale de l'équipement. L'isolement de la façade est directement lié à l'indice d'affaiblissement de la partie vitrée. Celui-ci est bien souvent limité par des entrées d'air. Les joints doivent assurer une bonne étanchéité à l'air et au bruit. Ils doivent donc être souples et durables. L'étanchéité entre dormant et façade est bien souvent négligée. Il apparaît souvent, et notamment en zone bruyante, que la seule solution soit la double fenêtre. Il ne faudra pas négliger le problème du confort thermique d'été. Puis vient l'heure de vérité. Chaque opération subit un contrôle par l'administration elle-même ou encore par un organisme agréé par elle. Celui-ci portera sur l'isolement au bruit aérien et commencera dans le local d'émission.
Les tests concernant les bruits aériens vont se poursuivre dans le local de réception. C'est ici une chambre du logement voisin. On détermine l'isolement par bande d'octave. Puis, on recherchera par calcul en laboratoire le niveau reçu global normalisé. Puis viennent les mesures de l'isolement au bruit d'impact, reproduit artificiellement par une machine à choc. Le contrôle se poursuit avec les différents équipements que l'on fait fonctionner dans les conditions normales d'utilisation. Les mesures à la réception sont effectuées dans les pièces principales du logement voisin. Le contrôle de l'isolement de façade se fait en enregistrant simultanément le bruit extérieur et le bruit intérieur. Dans ce cas, la proximité d'une autoroute est une source importante de bruit. Si la source n'existe pas, on créera le bruit artificiellement et on déterminera de la même manière la différence entre les deux niveaux mesurés. On procédera enfin à une mesure complémentaire. On l'appelle temps de réverbération. Il s'agit alors de déterminer les niveaux normalisés, c'est-à-dire ramener ceux-ci à une durée type de 0,5 secondes, pour tenir compte de l'aménagement des locaux testés et qu'ainsi ceux qui ne sont pas encore occupés ne soient pas pénalisés. Le moment est venu de faire les comptes. Un tableau va nous aider à savoir si les dispositions permettant d'obtenir le label ont été satisfaites. Pour chacun des 7 types de bruits envisagés, un maximum de points peut être attribué. Disons pour commencer que la conformité au règlement est toujours requise, sauf, bien entendu, pour les bruits que celui-ci ne prenait pas en compte. C'est le cas de l'isolement entre le coin jour et le coin nuit. Des équipements individuels intérieurs au logement, et enfin de l'isolement de façade dont le nombre de points variera de 0 à 5 proportionnellement à la surface de façade exposée au bruit. Dans le cas envisagé, l'opération se situant en zone calme, aucun point ne sera attribué. Ce maximum sera donc de 3 points pour les bruits aériens. Pour les bruits d'impact, 4 points. 2 pour l'isolement entre le coin jour et le coin nuit. 2 également pour les équipements individuels extérieurs au logement. 1 point seulement pour les équipements individuels intérieurs au logement. Et 3 points enfin pour les équipements collectifs. Pour chacun des 7 types de bruits envisagés, et pour satisfaire les exigences, on effectue la moyenne des mesures, ou plutôt la moyenne des écarts D' par rapport au seuil. Dans ce cas, le seuil limite est de 67 décibels A, et la moyenne 0,75. Les moyennes auront été de plus 4, plus 5, plus 3, moins 1, plus 5. Si la moyenne des D' est supérieure à 3, aucun point n'est attribué. Par contre, celle-ci étant inférieure ou égale à 3, la rubrique se verra délivrer le maximum. La moyenne des D' étant supérieure à 3, il n'y aura pas de point.
Celle-ci est pour les bruits d'impact inférieure à 3. Les 4 points seront donc attribués. Le calcul s'effectuera de la même manière pour les différentes catégories de bruit. L'opération envisagée pouvait obtenir 15 points. Le résultat final nous montre qu'il y en a eu 7, soit 47%. Lorsque le pourcentage est inférieur à 40%, le label n'est pas attribué. Celui-ci étant supérieur ou égal à 40% sans atteindre 70%, ce sera le label 1 étoile. Si ce même pourcentage est égal ou supérieur à 70% en restant au-dessous des 100%, un label 2 étoiles sera décerné. Enfin, le label 3 étoiles sera attribué à l'opération qui aura rassemblé le maximum de points, c'est-à-dire 100%. L'opération que nous avons suivie a obtenu le label 1 étoile. Alors, le label acoustique est-il inaccessible? Non, évidemment. Par rapport au règlement de construction, l'effort doit porter vers 2 directions. Tout d'abord, au niveau de projet, les pièces contiguës ou superposées seront de même nature. Ensuite, réduire des causes de transmission secondaires, c'est-à-dire les traversées de canalisation, les équipements non désolidarisés, afin de tirer le meilleur parti de la structure existante. Alors, un prêt sera accordé qui peut atteindre 6,5% du prêt principal et permettra de couvrir la totalité des travaux supplémentaires. On a beaucoup parlé de déprime, de sol flottant, de décibels, de bons et mauvais fourreaux, de lavabos qui se vident pendant que les baignoires se remplissent, bref, de ces robinets qui n'en ont pas encore fini de nous poser des problèmes, sans compter ce vide ordure qui fait gémir votre voisin du dessous. Qu'en restera-t-il? Peut-être le souvenir que le confort acoustique, un peu comme cette princesse de notre enfance, méritait bien qu'une fée se penche sur son berceau et lui décerne un label. Et pourquoi hésiter devant des mots qui nous sont maintenant si familiers, la qualité de la vie?